Plus aucun membre de MSF au centre de détention de migrants de Al-Bamani et d'Abou Salim. L'ONG Médecins sans frontières a dû prendre cette décision à cause de la surpopulation sans cesse croissante des centres de détention. Une conséquence directe de la hausse des interpellations de migrants souhaitant rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée. Médecins sans frontières s'estiment débordés par des sollicitations continuelles à un rythme infernal. Sollicitations auxquelles elles ne sauraient pouvoir répondre convenablement dans la durée. De plus, l'organisation dénonce des violences extrêmes et persistantes à l'intérieur des centres à l'encontre des migrants interpellés en Méditerranée. Ils seraient détenus dans des conteneurs métalliques, sans fenêtres, sans ventilation appropriée, dans une chaleur d'été, ne disposant pas assez d'eau, pas assez de nourriture. Le 13 juin, par exemple, rapporte l'ONG, les gardiens dans le centre de détention d'Abou Salim ont ouvert le feu sur les migrants et les réfugiés avec plusieurs cas de blessés graves. Médecins sans frontières demande donc à l'État libyen d'intervenir et à l'Union européenne de reconsidérer le financement qu'elle accorde aux gardes-côtes libyens qui outrepassent de plus en plus leurs prérogatives. L'Afrique du Sud, qui subit de plein fouet une troisième vague, est confrontée à une résurgence massive des contaminations, a déclaré le chef de l'État lors d'une allocution télévisée qui a dressé un tableau très noir de la situation. Nos services de santé travaillent à l'extrême limite de leurs possibilités. Il n'y a que très peu de lits disponibles en réanimation, a-t-il ajouté, avant d'annoncer que l'Afrique du Sud se trouvait désormais, et pour une durée de 2 semaines, au stade 4 d'alerte sanitaire, le dernier avant le confinement. Notre objectif est de limiter les contacts sociaux tout en préservant l'économie et les moyens de subsistance. Le pic de cette troisième vague s'annonce plus élevé que celui des 2 vagues précédentes. La première vague, si on s'en souvient, a duré 15 semaines. La deuxième vague a duré près de 9 semaines. Nous ne savons pas combien de temps durera celle-ci, mais tout porte à croire qu'elle pourrait durer plus longtemps. Le variant Delta, très contagieux, est à l'origine de la hausse importante des contaminations au coronavirus en Afrique du Sud, avait annoncé samedi des scientifiques. Tous les rassemblements, qu'ils soient en intérieur ou en extérieur, sont interdits, à l'exception des enterrements, avec un maximum de 50 personnes pouvant y assister, a poursuivi Cyril Ramaphosa, précisant que les ventes d'alcool étaient désormais interdites. Le couvre-feu déjà en vigueur a été rallongé d'1 heure, de 19h GMT à 2h GMT. Les écoles fermeront d'ici vendredi. L'Afrique du Sud, dont l'économie était déjà en récession avant la pandémie, avait mis en place dès mars 2020 l'un des confinements les plus stricts du monde. Le pays a enregistré officiellement dimanche 15 036 nouvelles contaminations, un record pour l'année 2021. Il ne s'agit pas encore d'un ordre de transfert des suspects dont l'ancien président Omar El-Béchir, mais d'une étape vers le procès à La Haye. La décision de transfert à portée générale pour la paix et la stabilité, a dit la ministre des Affaires fédérales, Bouteina Dinar. Elle signifie avant tout que l'une des institutions les plus importantes de l'exécutif soudanais est d'accord et à l'unanimité, a précisé la ministre, pour lever tout obstacle à ces transferts. L'unanimité recueillie soulignant surtout que l'annonce a reçu l'aval du ministre de la Défense et donc de l'armée. Concrètement, si l'on en croit le gouvernement soudanais, tout n'est plus qu'une question de procédure et 3 anciens dirigeants sont concernés. L'ancien ministre Ahmed Haroun, d'abord, qui pourrait être envoyé avant fin juillet à La Haye pour rejoindre l'ancien commandant Janjaweed Ali Kouchaïb dans un procès en cours. Ensuite, l'ancien ministre Abdelrahim Mohamed Hussein et surtout l'ancien président Omar El-Béchir, déjà jugé, condamné et emprisonné pour des affaires de corruption au Soudan et au sujet duquel le gouvernement de Khartoum avait déjà donné son accord pour un jugement à la Cour pénale internationale l'année dernière, mais une fois les procédures locales épuisées. Le jugement sera rendu le 29 juin 2021, a annoncé lundi dans un communiqué la Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays. Depuis la création en 2018 de la commission chargée d'enquêter sur la corruption généralisée pendant ses 9 années de pouvoir,
Jacob Zuma, déjà mis en cause par une quarantaine de témoignages, multiplie les manœuvres pour éviter d'avoir à s'expliquer, empilant les recours ou faisant valoir son droit au silence. Après une énième convocation à laquelle il ne s'est présenté fin février, la commission a réclamé une condamnation à 2 ans de prison contre l'ancien chef d'État. L'ex-président, cette fois-là, avait non seulement ignoré la commission, mais aussi une décision rendue en janvier par la Cour, l'obligeant à comparaître et le privant du droit à garder le silence. Lors d'une audience virtuelle en mars, l'avocat de la commission a estimé que la question n'est plus de savoir si l'ancien président doit aller en prison, mais combien de temps il doit y rester. Le statut d'ancien président de Jacob Zuma ne le protège pas de la loi, a-t-il martelé. Quelques semaines plus tard, dans une requête plutôt inhabituelle, la justice sud-africaine a demandé à l'ex-président de déterminer lui-même la sanction appropriée en prévision de l'audience de mardi. Jacob Zuma, 79 ans, n'a témoigné qu'une seule fois devant la commission anticorruption en juillet 2019. Il avait rapidement claqué la porte, s'offusquant d'être traité comme un accusé. Englué dans les scandales, il avait été poussé à la démission en 2018. Il a été remplacé par l'actuel président, Cyril Ramaphosa, qui a fait de la lutte contre la corruption un cheval de bataille, mais a lui-même été appelé à témoigner devant la commission. L'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires, promesse de campagne du président Emmanuel Macron, est attendue depuis des années en France par les associations LGBT notamment, et a été combattue par certains mouvements conservateurs. Au terme de près de 2 ans de débats parlementaires, la loi a été validée par 326 voix contre, 115 et 42 abstentions. Par-delà les clivages partisans, le gouvernement table sur de premiers parcours de PMA dès la fin de l'été de premiers enfants conçus, ainsi avant fin 2021. Plusieurs pays européens offrent déjà la possibilité à des couples de femmes et des femmes célibataires d'avoir recours à la PMA. La Suède, la Finlande, le Danemark, la Grande-Bretagne et l'Irlande, le Benelux, ainsi que l'Espagne et le Portugal. En France, le soutien de l'opinion à l'ouverture de la PMA augmente au fil des années. 67% des Français y sont désormais favorables, selon un récent sondage IFOP pour l'Association des familles homoparentales. C'est un beau jour pour notre pays, a salué mardi le ministre de la Santé Olivier Véran, qui s'est félicité d'un engagement tenu au terme de quelques 500 heures de débat au Parlement. Un recours auprès du Conseil constitutionnel de députés de droite notamment pourrait cependant retarder de quelques semaines la promulgation de la loi. C'est 9 ans de gestation et un accouchement dans la douleur selon l'Inter-LGBT, Fédération d'associations lesbiennes, gays, bi et trans. Évoquée par l'ex-président François Hollande, puis promise par Emmanuel Macron, la première et probablement seule grande réforme de société du quinquennat en cours, après du retard notamment en raison de la crise de Covid-19, faisant perdre des chances de grossesse à certaines, déplorent ces associations. À l'inverse, le mouvement conservateur Manif pour tous dénonce un passage en force avec le refus systématique de toute modification du projet initial. Avec d'autres associations et le soutien de l'épiscopat catholique, le mouvement a mobilisé au fil des mois des dizaines de milliers de personnes contre la PMA sans père. Je suis convaincu de mon innocence. Les faits qu'on me reproche sont vides et ne justifient pas mon emprisonnement depuis près d'1 an, a clamé le reporter Omar Hadi, s'estimant visé par des partis qui se considèrent au-dessus de la loi. Le journaliste de 34 ans est poursuivi pour viol et pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. 2 affaires distinctes, instruites et jugées conjointement. Face aux questions du juge sur des SMS échangés en 2018 avec un diplomate de l'ambassade des Pays-Bas, Hadi a balayé les soupçons d'espionnage. Où est le crime dans le fait qu'un journaliste échange et rencontre un responsable d'un pays étranger? Dans l'affaire de viol, Hadi a nié les faits, parlant de relations librement consenties. La plaignante affirmant, elle, qu'elle n'était pas consentante. Au cours de l'audience, Omar Hadi a rappelé que l'enquête pour espionnage avait été ouverte fin juin 2020, quelques jours après la publication d'un rapport d'Amnesty International affirmant que son téléphone était espionné par les autorités marocaines, ce que Rabat a toujours démenti. Son procès a été renvoyé au 6 juillet. La justice marocaine a également décidé mardi de poursuivre le procès de Souleymane Ressouni, 49 ans et en grève de la faim depuis 83 jours,
malgré son absence et sa santé qui continue d'inquiéter, a indiqué à l'AFP sa défense. Le journaliste en détention préventive depuis 1 an s'est dit prêt à assister à son procès à condition d'être transporté en ambulance et d'avoir un fauteuil roulant au regard de sa santé. Ressouni n'avait déjà pas assisté aux 2 dernières audiences. Rédacteur en chef du journal Akhbar Al-Aoum, Souleymane Ressouni est poursuivi pour agression sexuelle après une plainte déposée par un militant LGTBQ pour des faits qu'il conteste. Conformément aux dispositions de la Constitution algérienne, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé Aymen Ben Abderrahmane comme Premier ministre selon un communiqué de la présidence. Il est chargé de poursuivre les consultations avec les partis politiques et la société civile pour former le gouvernement dès que possible, poursuit le communiqué. Ben Abderrahmane, 54 ans, occupait le fauteuil de grand argentier depuis un remaniement ministériel en juin 2020, après avoir été gouverneur de la Banque d'Algérie à partir de novembre 2019. Né le 30 août 1966 à Alger, le nouveau Premier ministre est relativement peu connu et sans grande expérience politique. Ce technocrate est licencié en droit et diplômé de l'École nationale d'administration ENA d'Alger et de l'École des impôts de Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. Son nom était mentionné parmi les favoris pour succéder à Abdelaziz Djerad. Donné partant ces derniers jours, Djerad n'a pas réussi à redresser la première économie du Maghreb et la 4e d'Afrique, qui repose essentiellement sur la rente pétrolière avec plus de 90% de ses recettes extérieures. Ben Abderrahmane aura pour tâche prioritaire de former le gouvernement afin d'exécuter la feuille de route du président Tebboune avant des élections locales prévues à l'automne. Tebboune a exigé que le gouvernement soit formé d'ici 1 semaine. Le Premier ministre désigné est chargé de mettre en œuvre efficacement le programme de renaissance du président de la République qui permettra à l'Algérie de réaliser le démarrage économique souhaité, a-t-il détaillé. Il devra choisir son équipe parmi les partis arrivés en tête lors des dernières élections, le Front de Libération Nationale FLN, ex-parti unique et principale formation du Parlement sortant, et ses alliés, ainsi qu'un groupe d'indépendants qui se sont ralliés au président Tebboune.